vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Le Brexit est dans l'impasse. Camouflé au Parlement, c'est non à l'accord ardemment négocié par Theresa May avec Bruxelles. No deal, report, second référendum, annulation du Brexit. Quels sont les scénarios envisageables? Ce vote ouvre-t-il de nouvelles perspectives? La Cour pénale internationale acquitte mais ne libère pas l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crime contre l'humanité. Un verdict décrit comme un revers de plus pour la CPI. La justice internationale est-elle fragilisée? Et quelles conséquences en Côte d'Ivoire à 2 ans de la présidentielle? Après 3 mois de crise des Gilets jaunes, le grand débat national est lancé. Les Français sont invités à donner leur avis sur la fiscalité, l'organisation de l'État, l'écologie et la démocratie. Marketing politique ou réelle volonté de dialogue du président Macron? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici. Denise Epoté, directrice Afrique de TV5 Monde et journaliste. Vous présentez l'émission hebdomadaire Et si vous me disiez toute la vérité sur l'actualité du continent africain. Soyez la bienvenue. John Henley, journaliste au quotidien britannique The Guardian, en charge des questions européennes. Vous êtes de retour à Paris, où vous avez été en poste pendant 10 ans, jusqu'en 2007. Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Une longue carrière dans la presse hexagonale depuis une vingtaine d'années au grand quotidien français de droite. Et puis Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service Monde au quotidien La Croix, essayiste et aussi l'auteur de plusieurs livres pour enfants. Merci à vous 4 d'être avec nous en plateau pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Après des mois d'âpres négociations avec Bruxelles, à 2 mois et demi de l'échéance du Brexit, mardi soir, le projet d'accord sur la sortie de l'Union européenne a été pulvérisé par les députés britanniques. Order. Silence. Order. Silence. En faveur du oui, 202 voix. En faveur du non, 432 voix. Donc, en faveur du oui, 202 votes. Silence. En faveur du oui, 202 votes. En faveur du non, 432 votes. Donc le non l'emporte. Le non l'emporte. La parole est à Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. La Chambre des communes a tranché et le gouvernement va l'écouter. Il est clair que la Chambre ne soutient pas l'accord, mais le vote d'aujourd'hui n'éclaire en rien sur ce qu'elle soutient. Rien sur comment elle compte honorer, ou même si elle compte honorer la décision que le peuple britannique a prise lors d'un référendum que ce même Parlement avait choisi d'organiser. Alors, chers kiosqueurs, je vous propose maintenant de sortir vos boules de cristal tant ce vote à jeter l'incertitude. On ne sait plus trop où on en est. On va évidemment essayer de faire un point, passer en revue les hypothèses possibles. John, pourquoi d'abord les députés ont massivement rejeté ce texte? Parce que c'était un accord qui ne plaisait à personne. Ça ne plaisait pas à ceux qui ont voté pour le Brexit parce que ça n'allait pas assez loin, ça laissait la Grande-Bretagne trop attachée à l'Union européenne. Et pour ceux qui opposent le Brexit, c'était évidemment bien pire que de rester dans l'Union européenne. Ça ne donnait aucun des avantages d'être vraiment sorti, etc. Alors, le Brexit est-il mort? C'est la question posée par le tabloïd The Sun qui titrait cette semaine « Brextinct », l'extinction du Brexit, au même titre que cet oiseau que vous voyez là, le dodo. Est-ce que ce vote ouvre de nouvelles perspectives? En théorie, oui. Il y a plusieurs options qui sont ouvertes, mais elles sont vraiment qu'à moitié ouvertes. Il va falloir que plusieurs choses se passent avant qu'on arrive à une solution. Et tout d'abord, il va falloir trouver une solution qui sera vraiment acceptable
est susceptible d'avoir une majorité dans la Chambre des communes. Il va falloir que le gouvernement passe vraiment par le Parlement, parce que s'il y a une chose qui est claire après tout ça, c'est que pour l'Union européenne, pour les 27, ils ne vont plus recevoir Madame May avant, si elle n'arrive pas avec une solution qui est réaliste et qui est susceptible vraiment de... Et donc un plan B qui doit être présenté lundi au Parlement. Yves. Oui, non, il faut être résolument et raisonnablement pessimiste. Je crois que d'ici à lundi, ça me paraît fort peu probable. Il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs que la date butoir, normalement, c'est le 29 mars, et que d'ici au 29 mars, comme le dit John, c'est un tel foutoir dans la classe politique, c'est pas spécifique à la Grande-Bretagne, c'est à peu près le cas dans tous les pays d'Europe, mais en Grande-Bretagne, c'est sur le Brexit que ça bute, et on voit bien que tous les camps, quasiment, sont divisés, parce que M. Corbyn, on ne sait même plus trop ce qu'il pense, M. Corbyn, maintenant. Il était plutôt favorable à un nouveau référendum. Ces troupes ne suivent pas. Non, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que la balle est dans le camp, me semble-t-il, de Londres, néanmoins. Parce que ce qui est important, et ce qu'il faut dire depuis le vote de cette semaine qui a repoussé l'accord, c'est que et Mme Merkel et M. Macron, qui sont les deux principaux interlocuteurs, encore pour le moment, eh bien, disent on peut peut-être pousser au-delà du 29, c'est-à-dire trouver un accord. C'est ça qui est... Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette histoire, et si c'est un thermomètre qui montre combien la Grande-Bretagne est malade. Combien elle est malade comme les autres pays européens sont malades de l'intérieur, parce qu'il y a plein de, je dirais, d'éléments de politique domestique dans cette histoire-là. C'est pas uniquement une question entre l'Europe et la Grande-Bretagne, c'est aussi à l'intérieur de la société britannique. Dès le départ, c'était une histoire bien sûr domestique. Et il y a une thèse qui est quand même intéressante, qui a été développée, et moi que je trouve assez, c'est quand même qu'on retrouve le caractère britannique, qui est pardon, et c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout. Je ne prends pas personnellement. C'est plutôt flatteur pour vous. Qui est un caractère dominateur, impérial, et qui ne veut surtout pas se faire dicter sa loi, ni par Napoléon, ni par De Gaulle, ni par Charlemagne. Les Britanniques dans ce rapport avec et encore moins par Hitler. C'est vrai. Et là, le méchant, c'est l'allemand. On va passer en revue maintenant un certain nombre de scénarios. Il y en a un que vous évoquiez, c'est l'hypothèse d'un report du Brexit qui se dessine. Selon le Times de Londres, les dirigeants européens planchent sur un renvoi à l'année prochaine. C'est le scénario qui tient la rampe pour l'instant. Est-ce que c'est crédible, John ? Quasiment toutes les solutions maintenant exigent un report de la date de sortie. Il est très très difficile de voir comment on peut sortir avec un accord, quel qu'il soit, sans reporter. Or, le problème avec reporter, on a le droit. L'article 50, qui est le processus par lequel un pays sortant, ça n'a jamais été invoqué, c'est la première fois, ça dure 2 ans. Ça a été déclenché par Theresa May sans la moindre idée de comment on s'en sortir le 29 mars 2017. Donc, logiquement, on va partir ce 29 mars. Sauf qu'il existe une clause, et le pays sortant peut demander aux autres la permission. Voilà. Problème, c'est que essentiellement, c'est que maintenant l'Union européenne est prête à accorder un délai, mais vraiment que si la Grande-Bretagne arrive avec une solution crédible et que pendant quelques mois, parce qu'il arrive très très vite le problème des élections européennes. Le problème des élections européennes, le 26 mai, c'est que la loi européenne exige que chaque pays qui est membre de l'Union soit représenté dans le Parlement. Or, est-ce que la Grande-Bretagne sera encore membre le 26 mai ? Est-ce qu'il y aura... Autrement dit, est-ce qu'il faut que les Britanniques se lancent dans les élections européennes ? Ce qui voudrait dire qu'il y a moins de sièges pour les autres pays. Exactement. Je vous laisse Yann, là-dessus, sur cette idée du report qui semble tenir la rampe en ce moment. Tout dépend ce que veulent les Britanniques et on n'en sait rien. Tout à l'heure, non plus. Non, mais il faut savoir ce que Londres veut. Il y a un S à Londres, en français en tout cas, et c'est important. Parce qu'il y en a qui veulent un deuxième référendum, il y en a qui sont prêts à un no deal, pas très nombreux, mais il y en a qui disent on peut partir sans accord. Il y en a qui veulent un accord de plus de proximité et d'autres qui veulent un accord de moindre proximité. Et ce que Corbyn veut, à mon avis, il s'en fiche, lui, ce qu'il veut, c'est des élections
deal parce qu'il espère gagner le pouvoir. Donc là-dedans, comment est-ce qu'on fait le contenu d'un accord négociable? Moi, je suis d'accord, les Européens sont prêts effectivement à reporter la date, mais à condition qu'on leur propose quelque chose qui tient la route. Les deux seules hypothèses qui exigeraient et qui donneraient un espoir vague, c'est l'organisation d'élections. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il faudrait savoir qui a gagné et qui a gagné pour négocier éventuellement un nouvel accord. Et c'est là-dessus que joue Corbyn en disant, s'il y a des élections, je gagne, les travaillistes, et je vais négocier un accord. Et ce sera un accord de plus grande proximité, mais quand même de sortie. Corbyn lui-même ne veut pas de référendum. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir et un accord de plus grande proximité que ce qu'a proposé Theresa May. Et l'autre hypothèse, c'est un deuxième référendum. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui le défendent ouvertement dans les deux principaux partis politiques. Il y a quelques Tories qui seraient prêts, il y a des Labour qui seraient prêts, mais il n'y a pas tant que ça de gens qui sont prêts à faire un référendum. Mais à un moment... Mais on voit bien aussi que Theresa May a échappé de quelque peu à la motion de censure. Donc, provisoirement, à mon avis. Provisoirement, donc même si c'est provisoirement, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour la remplacer maintenant et reprendre la patate chaude de la gestion du Brexit. Le danger, c'est que les deux principaux partis, les conservateurs et Labour, continuent, juste Corbyn, il continue de poser des motions de défiance, de censure, et Theresa May, elle continue de revenir à la Chambre des communes avec le même deal. Elle ne se parle pas pour l'instant. Mais il y a un moment, il faudra qu'elle arrête de revenir avec le deal. Il y a un moment, il faudra qu'elle démissionne. Il n'y a pas de choix. Si lundi, elle revient avec globalement le même accord, parce que je suis d'accord avec Yves, qu'est-ce qu'ils vont négocier en 3 jours? Rien, ils ne peuvent pas rien. Et surtout, s'ils négocient quelque chose, il faut que les Européens disent « Ah, c'est intéressant ». Si les Européens disent « C'est nul votre truc », il n'y aura pas de négociation. On va passer en revue une autre hypothèse qui est celle du no deal, c'est-à-dire pas d'accord. Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. C'est ce que déclarait Michel Barnier cette semaine, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. Est-ce qu'il a raison? Oui, je pense qu'il a bien raison parce que no deal, c'est maintenant l'option par défaut. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Anglais se mettent d'accord sur un alternatif à no deal. Et on voit bien à quel point ils sont capables de se mettre d'accord. Sauf à jouer les élections ou le deuxième référendum, ce qui serait une façon de sortir. Mais no deal, ce serait vraiment dramatique. D'ailleurs, la France, cette semaine... C'est vraiment dramatique. C'est toujours présenté comme le cas de figure le plus dramatique. Je pense pas, c'est difficile d'exagérer l'impact d'un no deal. Je pense que c'est vraiment... La France s'y prépare. C'est un service. On a appris ça cette semaine. Ils sont en train de travailler un plan no deal. De 50 millions. Ça veut dire quoi? Égoïstement et hypocritement, pour la France, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus mauvais. Si vous voulez, plutôt qu'un mauvais accord. À long terme, peut-être. À court terme, c'est dramatique pour tout le monde. C'est dramatique, mais à long terme, c'est dramatique. Le fait que la Grande-Bretagne, même si elle était un pied quand même pas tout à fait, les deux pieds dedans, elle n'était pas les deux pieds dedans. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'elle n'était pas dans Schengen, qu'elle n'était pas dans l'euro, qu'elle avait toujours un régime spécial, mais bon, tout le monde s'accordait et s'accommodait de cette chose-là. No deal, moi j'ai très peur pour ce magnifique pays qui est quand même le phare de la démocratie dans le monde à l'origine, et que ce pays aille vers une paupérisation qui nous rappelle les pires heures des années 70, quand la Grande-Bretagne a vu ses services publics pas entretenus qui partaient à volo. Et là, j'ai peur qu'on revienne à ça, parce que si vous voulez, no deal, il faut le dire, ça veut dire que la Grande-Bretagne est considérée par ses partenaires, enfin par les Européens, non plus comme un partenaire, mais comme n'importe quel autre pays, à moins qu'ils trouvent un accord à la norvégienne, à la Suisse. Oui, mais ils le trouveront pas tout de suite. Je crois que les Britanniques, une partie d'entre eux, et même dans la classe politique, ont découvert que le Royaume-Uni n'était plus vraiment une île. Je ne sais plus quel est le ministre britannique qui a dit qu'il avait découvert l'importance du port de Douvres et de Calais pour les échanges britanniques. Les 70% de l'alimentation, je crois, britannique est importée. Ça veut dire que si demain, il n'y a pas de no deal, il y a un no deal, pardon, on revient aux tarifs, aux taxes douanières de l'OMC. Et au contrôle douanier. Et au contrôle douanier. C'est-à-dire qu'on aura des files de camions à Calais et à Douvres. Et il commence à avoir des exercices britanniques de répétition des camions. Alors, il y a un peu de mise en scène de Madame Thatcher, de Madame May, pardon. De Madame May. Un révélateur, absolument. J'ai plus d'estime pour Madame May que pour Madame Thatcher. Ils ont fait des exercices et c'est effectivement un repoussoir, parce que plus on parle du no deal, plus il y aura pression de l'opinion publique pour qu'elle adopte le deal en question. Mais quand même. Deux tout petites anecdotes tout court. Les principaux chaînes de supermarchés britanniques, les plus grandes chaînes de supermarchés, commencent déjà à stocker des boîtes de nourriture dans le cas d'un no deal. Et le ministre de la Santé britannique a avoué il y a 2 semaines qu'il était devenu du jour au lendemain le plus grand acheteur des réfrigérateurs au monde.
pour stocker les médicaments pour le cas d'un no deal. Donc là, ça devient tout d'un coup, ça devient très réel. Ça devient vraiment très réel. En revanche, c'est plus pénalisant. Dans un des pays les plus riches du monde, ça fait quand même. En revanche, le collègue qui a négocié l'accord sur les ferries n'a pas été très compétent. Alors, on va avancer. Hypothèse numéro 3, vous l'avez évoqué, un nouveau référendum. L'idée avait réuni 700 000 manifestants dans les rues de Londres à l'automne dernier. Et là, toujours des soutiens. Écoutez. Je suis contente que l'accord ne soit pas passé. Nous avons vraiment besoin d'un autre référendum. On a menti aux gens pendant la dernière campagne. Nous le savons tous maintenant. Il est temps d'avoir une autre chance de voter. Nous savons pourquoi nous votons maintenant. Nous ne le savions certainement pas en 2016. Le gouvernement a le pouvoir d'annuler tout simplement toute l'affaire. Mais je suppose que ce serait politiquement inacceptable pour les gens qui ont voté en faveur du Brexit. La meilleure façon de s'en sortir serait donc peut-être un autre référendum, mais qui serait soumis à des normes beaucoup plus strictes que celui de 2016. S'il y a un second référendum aujourd'hui, John, sur l'opportunité d'une sortie de l'Union européenne, qui l'emporte? Est-ce qu'on arrive à le dire? Ça dépend de quelle serait la question. Et ça c'est le premier obstacle à un deuxième référendum. Quelle serait la question? Est-ce que ce serait le deal de mai contre rester dans l'Union européenne, le deal de mai retoqué peut-être un petit peu contre no deal, et selon la question... Mais admettons si la question c'est voulez-vous rester l'opinion publique change, mais pas aussi dramatiquement que ça. Le dernier sondage que j'ai vu, c'était à peu près 56% environ pour rester. Mais ça dépend toujours de la question. Mais il y a beaucoup d'obstacles à un deuxième. D'abord, celui du ton, je veux dire, comme j'avais dit, l'Union européenne veut prolonger ou reporter la date de sortie que par quelques mois. Un référendum, ça peut prendre 5, 6, 7 mois à organiser. Est-ce que les 27 seraient prêts à accorder ce genre de délai? Et surtout, il y a un problème de fond qu'utilise le gouvernement, c'est quelles seraient les conséquences d'un deuxième référendum sur la confiance le foi dans la démocratie des électeurs qui seraient tentés de dire bon voilà vous n'aimez pas la réponse que nous avons déjà donnée. C'est une vraie question. Ça c'est la question principale à mon avis, et d'ailleurs les gilets jaunes devraient bien en prendre de la graine. Le référendum, personnellement je suis un opposant farouche à toute forme de démocratie de ce type, parce que c'est la foire à la démagogie, on l'a vu, c'était quand même la foire à la démagogie. Ils sont où les Brexiteurs de la première heure? Monsieur Farage, Monsieur Johnson, ils se planquent, ils sont planqués. Johnson non, mais les autres, ils ont raconté que des fake news, ils ont raconté que des bêtises. C'est toujours un référendum, sauf si on est dans un pays scandinave, en Suisse et tout ça, c'est toujours quand même la foire aux passions. Quand la raison ne parle plus, eh bien voilà, et le peuple, pardonnez-moi de l'expression, mais le peuple britannique aujourd'hui, peut-être pas dans sa majorité, mais une bonne partie, se sent cocu de cette histoire-là. Dans tous les cas, il est cocu, parce que si ils sont toujours pro-Brexit et qu'ils n'y arrivent pas à ce Brexit, eh ben, ils n'auront pas eu satisfaction. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont été trompés, eh bien, voilà. Donc, c'est quand même très dangereux comme maniement. Et encore une fois, quand la politique communautaire, et malheureusement elle a trop souffert dans tous les pays, et l'otage de règlement de compte domestique, eh ben on en arrive là. Alors la démocratie, on va peut-être y revenir tout à l'heure en parlant des gilets jaunes. J'aimerais qu'on avance sur la dernière hypothèse. On va terminer là-dessus, c'est celle de l'annulation du Brexit. Vous évoquiez ça tout à l'heure. Selon la Cour de justice européenne, et c'est une décision récente, le Royaume-Uni peut décider seul de renoncer à quitter l'Union européenne. Est-ce que c'est possible, crédible? On voit par exemple que les marchés ont l'air de se préparer à l'idée d'une annulation. C'est parfaitement possible et ce serait encore plus possible, je pense, dans le perspective justement d'un deuxième référendum. Ce serait difficile d'organiser un deuxième référendum si on prolongeait, tout simplement, si on prolongeait l'article 50, si on reportait de quelques mois la date de sortie, si on révoquait l'article 50 et après appeler soit aux nouvelles élections, soit un deuxième référendum, ça c'est tout à fait possible. Oui. En dernière option,
ceux qui mènent campagne pour ce qu'on appelle le People's Vote, le deuxième référendum, c'est ça leur stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que cette option-là, c'est la dernière option avant la sortie sans accord. Yann, je vous laisse conclure là-dessus. C'est politiquement un peu étrange quand même. Ça veut dire qu'on annule, on revote par référendum, et éventuellement c'est de nouveau Louis pour le départ, pour le livre qui gagne. Ça fait on annule et on reprend. Politiquement, c'est un peu... Là, du coup, je ne sais pas pour la démocratie, mais pour l'image du Royaume-Uni, c'est pas terrible en ce qui concerne les relations internationales. On constate quand même qu'aujourd'hui, le maire de Londres est favorable à un deuxième référendum. Il y en a beaucoup. Il fait partie des personnes qui appellent un référendum. Le problème, c'est qu'il y en a peut-être un tiers des députés qui soutiennent un deuxième référendum. Et ça, c'est le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour aucune solution. Pas de majorité pour no deal, pas pour deuxième référendum, pas pour élection, pas pour le deal de mai, pas pour rien. Et pour aujourd'hui, il va falloir qu'on s'arrête là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça feuilletonne et qu'on va reprendre ça dès lundi, puisqu'on le disait, Theresa May doit présenter un plan B. On se demande quand même bien lequel. Là, en tout cas, elle a décidé de discuter quand même un peu avec l'opposition à la Chambre des communes qu'elle avait un petit peu snobé, on peut dire ça. Donc voilà, voyons ce que vont donner ces discussions. On en vient maintenant à ce verdict retentissant cette semaine de la Cour pénale internationale. 7 ans après son incarcération, Laurent Gbagbo est acquitté du chef d'accusation de crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010-2011 qui avaient fait 3000 morts. L'audience a été largement suivie par les Ivoiriens en direct à la télévision, notamment par les partisans de l'ancien président. Le récit de Philippe Randren-Arimanan avec Cléophas Mossala et Patrick Fondiou. Ayo Pougon, fief de l'opposition, tous les yeux rivés sur l'écran géant. En direct de La Haye, le verdict tombe. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale, à l'instar de Charles Blé Goudet. Et bientôt... Et cette fois-ci, ce n'est plus une fausse rumeur. Liesse populaire dans les rues, les militants du FPI de l'ancien président se lâchent, ivres de bonheur. Les gens nous ont fait croire que si Laurent Gbagbo sort, il aura la guerre. Il n'aura jamais la guerre en Côte d'Ivoire. La preuve, avant que Laurent Gbagbo ne sorte, il nous a demandé d'aller envers nos frères du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest pour dire qu'il faut qu'on aille à la paix. La réconciliation, regardez la réconciliation. La réconciliation en masse. Regardez, Gbagbo est libéré. À Cocody, Simone Gbagbo savoure ce moment. Une multitude de gens affluent dans la résidence de l'ancien président. Son épouse affiche sa sérénité. Les 3 juges de la CPI ont eu le courage de dire que Gbagbo Laurent n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi. Que Blé Goudet n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi. Et qu'il mérite de reprendre la vie où il avait laissé, pour la continuer, pour le bonheur des Ivoiriens. Et les Ivoiriens l'attendent. Dans l'attente de son retour au pays, lavé des accusations de crimes contre l'humanité, après plus de 7 ans de détention, Laurent Gbagbo, 73 ans, suscite tous les espoirs de ses partisans. Et ses partisans vont devoir attendre encore un petit peu. On l'a appris tout à l'heure, Laurent Gbagbo restera en détention jusqu'à une nouvelle audience en février, dans 2 semaines à peu près, alors que dans un premier temps, sa libération avait été annoncée. Pourquoi les 2 hommes, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, ne sont toujours pas libres à l'heure où on se parle ? La question, il faudrait la poser à un procureur, à Fatou Bensouda. Mais je pense qu'il y a certainement une manipulation politique. Il faut quand même savoir que à fin du mois de janvier, le 26 janvier exactement, le RHDP, le parti unifié que souhaite Alassane Ouattara, va tenir son congrès. Libérer Laurent Gbagbo avant cette date aurait fait courir un risque et aurait fait passer ce congrès ce serait devenu un non-événement, ce congrès. Donc je pense que Fatou Bensouda est peut-être... Qui est la procureure. Est peut-être consciente du risque politique sur la politique ivoirienne aujourd'hui, en laissant sortir Laurent Gbagbo. Mais c'est Fatou Bensouda qui se dit on va éviter un problème, ou c'est des négociations avec le pouvoir Je pense que ce sont des négociations entre la CPI et la Côte d'Ivoire, manifestement. Et ça répond dans ce cas à une des grosses critiques qui est faite à la CPI, c'est celle d'une manipulation de la CPI, ou une CPI qui n'est pas neutre. Parce qu'il y a quand même des précédents.
on se souvient de Jean-Pierre Bemba, qui était accusé des mêmes faits au lendemain d'une crise post-électorale, mais c'était en RCA, c'est vrai. Qui a été acquitté et libéré l'été dernier. Et libéré science tenante. Il y a eu également, avant Jean-Pierre Bemba, en 2014, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a eu un procès expéditif. 24 heures à peine, on s'est aperçu que la Cour n'avait pas assez d'éléments pour le condamner. Il est rentré au Kenya et aujourd'hui, il est toujours le président du Kenya. Donc, pour ces deux cas-là, il n'y a pas eu de risque de trouble à l'ordre public, comme aujourd'hui le prétend Fatou Bensouda pour la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Ça, c'est l'information aujourd'hui qui vient de tomber. Il ne va pas être libéré. Ça vous interpelle, Yann ? Non, effectivement, ça me semble... Alors, je ne sais pas s'il y a eu une négociation, mais ça me semble probablement un calcul. Cela dit, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que surtout que ce qui est arrivé, cet acquittement, j'ai l'impression que c'est l'héritage encore très lourd du premier procureur de la Cour, Moreno Ocampo, qui a visiblement fait des enquêtes bâclées, qui a fait des arrangements un peu compliqués, et que maintenant, Fatou Bensouda a hérité en partie de ce lourd passif. Ça décrédibilise en grande partie, malheureusement, la Cour. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que les États n'ont pas forcément donné à la Cour tous les moyens d'investigation dont elle a besoin. Donc, à chaque fois, elle est obligée de négocier pour pouvoir obtenir des éléments sur place. Et ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai souvent l'impression que la procureure de la Cour est un peu dans la même situation que le secrétaire général des Nations Unies. Il faut aller mendier auprès des États membres les moyens de faire son travail et la tâche qui lui a été confiée. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, après, on peut penser qu'effectivement, peut-être que la Cour fait mal son travail, mais est-ce qu'elle a les moyens, tous les moyens de faire son travail, ou est-ce qu'elle est obligée de conclure des petits arrangements pour le faire, sachant qu'évidemment, les acteurs avec lesquels elle les conclut, Ouattara ou d'autres, eux ont des intérêts très politiquement clairs. Et c'est bien évident que ce n'est pas tout de suite qu'on va voir les gens du camp de Ouattara, qui ont également commis des crimes, être poursuivis devant la Cour pénale internationale. Yves, sur cette question ? Il faut plaider la dissolution et la fin de la Cour pénale internationale. C'est un gag, cette histoire. Il faut laisser les peuples qui ont leur propre souveraineté juger les leurs. Alors vous allez me dire, dans le cas de Laurent Gbagbo, ça aurait probablement créé un trouble énorme qu'il soit jugé dans son pays quand on connaît le niveau de tension. Néanmoins, son épouse, Simone Gbagbo, a été jugée sur place. Et d'autres responsables du camp de M. Gbagbo ont été jugés dans son pays. Vous allez me dire, c'était bien difficile de juger les génocidaires du Rwanda à Kigali peu de temps après les faits. Certes, mais ce qu'on sait en tous les cas, Yann l'a dit, les documents, vous pensez bien que les États en question, s'il y a un Cour pénale internationale pour certains dirigeants, c'est que les États en question ont à leur tête des opposants à ceux qui sont à la Cour pénale internationale. Donc ils vont donner que des éléments qui sont des éléments à charge. Alors je vais aller très loin. Mais du coup, ils les ont pas donnés. Ils les ont pas donnés. Et je vais vous dire pourquoi ils les ont pas donnés. Parce que dans cette histoire que j'ai suivie de très près, moi, en son temps, les deux camps méritaient, de ce point de vue, la Cour pénale internationale. Des exactions très graves ont eu lieu, à la fois dans le camp des nordistes, pour faire schématique, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, de M. Ouattara, et des sudistes de M. Gbagbo. Et ce qu'il faut... Et alors, il y a eu, Denise a rappelé les échecs patents du passé, avec Uhuru Kenyatta, qui montrent que cette Cour, finalement, depuis qu'elle a existé, n'a jamais réussi à condamner quelqu'un. Denise, on l'a dit. Oui, enfin, alors, il y a pas des grands. Je vous laisse revenir là-dessus. Mais elle a condamné Bouga, elle a condamné le djihadiste malien. Elle n'a pas fait rien. Oui, mais enfin, elle n'a pas fait grand-chose. Denise, on dit cette Cour, donc, instrumentalisée, partiale, raciste. Est-ce que ces critiques sont justifiées ? Aujourd'hui, oui. Les exemples sont là. On a vu... Les seules personnes qui ont été amenées, qui ont été traînées devant la Cour sont des Africains, en dehors de l'ex-dirigeant yougoslave, Milosevic. En dehors de Milosevic, que des Africains. Même le président du Soudan, qui est recherché, qui n'a toujours pas été traîné devant la Cour pénale, et aujourd'hui, une épée de Damoclès lui pend sur la tête. Est-ce que ça marche, cette épée de Damoclès, quand même ? Elle ne marche pas parce que tous les pays dans lesquels le président du Soudan s'est rendu ont refusé de le transférer à la Cour pénale. Et on va reprendre M. John d'abord. Dire, en tout ça, il ne faut pas perdre de vue les victimes, hein, et l'idée de justice pour les victimes. C'est quand même 3000 morts, hein, 1 million de personnes déplacées, qui, pour l'instant, avec cet acquittement et avec les pardons qui ont eu lieu, si je ne me trompe pas, l'année dernière en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucune perspective de voir la justice.
Oui, mais qui doit indemniser les victimes? Ce n'est ni la Cour pénale, ni Laurent Gbagbo. Ce sont les États qui doivent indemniser les victimes. Et comme vous le rappeliez si bien, le 6 août dernier, tous les acteurs de la crise post-électorale ont été amnistiés. Tous, à l'exception des 60 militaires. On va reprendre, pardonnez-moi Yves, on va reprendre sur cette histoire de justice internationale du point de vue du continent africain, puisque l'Union africaine, il y a 2 ans, avait massivement appelé au retrait d'un certain nombre de pays. On se souvient que le premier à se retirer, c'était le Burundi, mais la question divise sur le continent. Et puis, il y a cette idée de Cour africaine de la justice et des droits de l'homme qui est supposée prendre le relais de la CPI. On en est où avec ce projet-là? Mais on voit bien que cette Cour a tenu un procès. Elle a condamné Hissène Habré l'année dernière à Dakar. Donc, il y a la possibilité que les Africains soient jugés par des justices nationales. C'est possible. Mais la Cour africaine en question, ça ressemblerait quoi à la CEDH? J'en doute. Et d'ailleurs, la CEDH, est-ce qu'il faut... Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle est tolérable dans sa formule actuelle? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est qu'effectivement, il y a, à part M. Milosevic et quelques autres, il n'y a que les Africains qui sont allés devant la Cour pénale internationale. Et pourquoi? M. Trump ne pourra jamais aller devant la Cour pénale internationale parce que les Américains n'ont pas signé. Monsieur, les responsables israéliens ont toujours refusé de signer et d'adhérer à cette Cour pénale internationale. Donc, de toute manière, ni la Russie, ni la Chine. Donc, de toute manière, c'est une... Enfin, je veux dire, c'est anormal. Même une honte, je dirais. Oui, mais quand même, on peut critiquer Fatou Bensouda. Elle a quand même lancé des enquêtes sur le conflit en Géorgie. Elle a lancé des enquêtes sur ce qui s'est passé en Afghanistan, notamment de la part des forces américaines. Elle a lancé des enquêtes sur ce qui s'est passé en Irak par rapport aux Britanniques. Donc, il n'y a pas une volonté de s'acharner sur l'Afrique. Le problème, c'est qu'effectivement, il est compliqué d'obtenir des informations, des faits et des enquêtes dans des pays qui ne le veulent pas, qui le refusent. Mais je ne pense pas qu'il y ait un acharnement particulier sur l'Afrique de la part de la CPI. Simplement, il faut constater qu'il y a... L'Afrique a été naïve, surtout. Pourquoi plus naïve l'Afrique que les autres? Non, elle a été intéressée. M. Ouattara était très content qu'on le débarrasse de Gbagbo. Oui, mais à l'époque, il n'avait pas signé l'accord de Rome. D'accord. En attendant, Gbagbo a été transféré. En attendant, je ne l'ai pas entendu, Ouattara, jusqu'ici, beaucoup critiquer la Cour pénale internationale. Mais il a quand même annoncé que plus aucun Ivoirien ne serait transféré à la Cour pénale. On est bien d'accord. Et il a jugé Simone Gbagbo sur place, etc. Mais et quand il même... a amnistié. Et il l'a amnistié. Mais il l'a amnistié par intérêt. Il l'a amnistié par calcul politique. Oui, bien sûr. La difficulté, c'est qu'on est sur ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir la coopération de gens, ce que disait Yves, qui sont souvent d'anciens rivaux, des opposants de ceux qui ont été envoyés à la Cour. Comment voulez-vous obtenir la coopération tant qu'il n'y aura pas de moyens d'investigation propres de la Cour pénale internationale, et ce que, évidemment, les États ne lui concéderont pas parce qu'ils auront trop peur que ça se retourne contre elles. Donc on est dans la logique du système onusien. Pourtant, on a toujours pensé qu'une justice supranationale aurait plus de moyens que les justices nationales. Bah oui, mais une justice supranationale, c'est une justice faite par des États membres. Parce qu'on voit que la CPI, là, c'est compliqué. Il y a une solution. Il y a une solution. Ce sont des cours ad hoc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cours constitués comme la Cour pénale internationale, mais vous pouvez très bien constituer un tribunal spécial pour une problématique ad hoc. Alors après, c'est compliqué. Pour le génocide du Rwanda. Ce sera même pour la RCA actuellement. C'est ce qui s'est passé aussi d'une certaine façon après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Mais pour ça, il faut effectivement beaucoup travailler, beaucoup de temps, mettre les parties d'accord. C'est compliqué. Le calcul sera exactement le même. Ce seront des tribunaux ad hoc faits par des États. Le problème, c'est quand on est dans une société internationale structurée par les États et qu'il n'y a pas aucune organisation internationale qui ne soit pas constituée par des États. Or, les États sont des monstres froids qui ont des intérêts et qui donc sont pour la justice en principe, sauf quand ça les touche trop directement. Est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'ONU? Ne pas faire autrement. L'ONU, bien sûr que l'ONU est derrière ça, mais vous avez vu que l'ONU, ne serait-ce que pour garantir la paix, elle a bien du mal. Elle a bien du mal parce que les États membres... Parce que le droit international, de toute manière, n'existe pas en dehors de ce que les États en font. Ce n'est pas une règle qui s'impose à tout le monde. Le droit international ne s'impose qu'à ceux qui veulent bien qu'on le leur impose. Donc, c'est très compliqué. Denis, si on revient à la situation maintenant, aux conséquences en Côte d'Ivoire, se pose la question de la réconciliation. Vous évoquiez les victimes. Se pose la question de la réconciliation. Quelles conséquences la libération prochaine, peut-être, en tout cas l'acquittement de Laurent Gbagbo, peut avoir sur la question de la réconciliation nationale, qui n'est pas réglée?
n'est pas réglé, mais il faut rappeler que tous ces acteurs, les 3 acteurs principaux de la scène politique ivoirienne depuis 30 ans, que sont Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous aujourd'hui appellent à la réconciliation nationale. Alassane Ouattara avait créé il y a 3 ans la commission Vérité, Dialogue et Réconciliation, qui malheureusement n'a pas pu terminer toutes ces recherches. Bédié aujourd'hui appelle à la réconciliation. Il a même dit qu'il était prêt à créer une plateforme avec Laurent Gbagbo s'il était libéré. Laurent Gbagbo lui-même aussi appelle à la réconciliation. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il pense, même par rapport à l'échéance politique qui arrive dans 2 ans, dans moins de 2 ans, il y a une élection présidentielle. Je ne sais Comment pas, il peut se positionner? Celui qui doit être le plus contrarié, je pense que ça doit être Guillaume Soro, parce que lui, il aura bien vu rafler la mise une fois que Ouattara n'était plus là. Là, maintenant, ça va devenir plus difficile. Mais rien ne dit que Laurent Gbagbo va se relancer en politique. Rien ne le dit. Moi, je pense que la priorité pour Laurent Gbagbo, c'était que son honneur soit lavé, avec cet acquittement salé. Mais maintenant, revenir dans le jeu politique, j'en suis pas sûr, mais il reste la figure tutélaire du Front populaire ivoirien. Et je pense que son retour va permettre de rassembler les fractions dissidentes du FPI, qui se sont disloquées juste au moment de son arrestation, avec le retour notamment de son ancien Premier ministre. Mais la volonté d'aller aux élections en 2020, je ne suis pas sûr qu'il l'ait aujourd'hui. Il faut ajouter que Laurent Gbagbo, en 2 mots, c'est une figure très singulière de la politique sur le continent africain en général. Ça a toujours été un opposant de la première heure de Houphouët-Boigny, qui a toujours un comportement politique irréprochable de ce point de vue. Il n'a jamais godillé, il a toujours été droit dans ses bottes, si vous me permettez l'expression. Et c'est vrai qu'il y a une responsabilité quand même de la France. Il faut le dire, quand il était président de la République, qui n'a pas, de mon point de vue, eu l'attitude qu'elle aurait dû avoir, même si elle a pu éviter un bain de sang, elle n'a quand même pas eu vis-à-vis de Gbagbo l'attitude qu'elle aurait dû avoir. En conclusion rapide, vous vouliez réagir. Je rappeler que Gbagbo au pouvoir, il a manipulé l'ivoirité, il a manipulé tout un tas de concepts xénophobes qu'il a fait délibérément, et qu'il ne faudrait pas oublier quand même que même s'il n'a pas de responsabilité pénale, il a une responsabilité politique dans les 3000 morts, en tout cas partielle, avec d'autres, mais quand même dans et Konan Bédié aussi. Et Laurent Gbagbo, et Ouattara, et Soro. Et Laurent Gbagbo, qui, on l'apprenait aujourd'hui, donc reste momentanément en prison. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Denise Epoté de TV5 Monde, John Henley du Guardian, Yves Tréhard du Figaro et Yann Mince d'Alternatives économiques. Après 3 mois de crise des Gilets jaunes en France, le grand débat national est lancé. Le coup d'envoi a été donné mardi par le président Emmanuel Macron, qui auparavant a fait part de ses intentions par écrit. Le président Macron a pris la plume pour s'adresser aux Français. Une longue lettre et plusieurs dossiers sont évoqués. Tout d'abord, la fiscalité. Quels impôts faut-il baisser en priorité? Le chapitre institutionnel ensuite. Faut-il rendre le vote obligatoire? Faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative? Une réponse directe aux revendications des Gilets jaunes. Alors, qu'y a-t-il vraiment derrière cette lettre? Un coup de com' ou une réelle volonté de dialogue? Les Français sont partagés. Pourquoi pas, oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est de l'enfumage. Ah oui, c'est de la poudre aux yeux, c'est tout. Une lettre pour ouvrir le grand débat national. Le président demande l'avis de tous les Français amenés à s'exprimer dans des carnets de doléances. Certains mettent même leur adresse, leur numéro de téléphone portable. Comme ici, en Normandie. On le sait, il va falloir des réponses concrètes et rapides, puisque là, on risque simplement, c'est qu'au terme de ce grand débat, s'il n'y a pas de message politique fort, de recréer justement une autre forme de mobilisation et qui va être démultipliée. Donc là, c'est une prise de risque que prend le gouvernement. Des carnets de doléances en 2019 comme un écho aux plus connus, ceux de 1789. Cette année-là, 60 000 de ces cahiers sont rédigés. Quelques mois plus tard, la France connaîtra la Révolution. Les Français sont sur le point de couper la tête du roi Macron. Écoutez, il y a un niveau, en tous les cas dans le débat public, de haine et de détestation du président de la République qu'on a rarement connu. Et c'est pas subjectif que de le dire, on l'entend dans les rues, dans les... Bon, il y a un climat de tension qui est très fort dans ce pays. On est sur un volcan, là, avec un pays qui est très divisé dans toutes ses composantes. C'est un peu, je dirais, un bouillonnement
vraiment qui va dans tous les sens. Et donc, il faut lui redonner... Pardon ? Et donc cette démarche... Alors, cette démarche, elle a un mérite, c'est que on espère qu'elle calme un peu les esprits, qu'elle permette de renouer les dialogues, mais tout le problème de cette démarche, à laquelle la France n'est absolument pas habituée. Enfin, nous, on a un caractère latin qui fait que on n'est pas habitué à se comporter comme des Scandinaves ou des Suisses. Le problème, c'est quelle issue à cette démarche. Ça va durer 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait après ? Ça, c'est la question principale. Est-ce qu'on peut éviter ? Alors, peut-être on parle d'un référendum à choix multiples. Je veux bien, je crains le pire avec cette histoire-là. À question multiple. Mais oui, parce que c'est toujours binaire et c'est pas toujours là qu'on a les solutions. Est-ce que le président de la République ne va pas être obligé, compte tenu du résultat, enfin des propositions qui vont se dégager, des synthèses, eh bien de procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale ? Personnellement, je vois mal comment on pourra y échapper. Ça serait très grave ? Ça a déjà eu lieu. Oui, et puis surtout, contrairement à Yves Tréhard, je pense qu'il n'y a pas que Macron qui est discrédité. La classe politique est discréditée. Bien sûr, c'est l'ensemble de la classe politique. Mais du coup, la perspective d'une dissolution pour ramener les mêmes, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup enthousiasmer et beaucoup calmer les gens dont une partie, effectivement, sont très échauffés. Moi, ce qui m'inquiète dans le débat, c'est 2 choses. Un, on a l'impression que Emmanuel Macron est convaincu qu'à l'issue de ce débat, les gens qui auront pesé le pour et le contre vont être d'accord avec lui parce qu'il est plus intelligent et qu'il a les solutions et que lui est réaliste, tandis que tous ceux qui contestent la politique sont irréalistes. Autrement dit, il ne va pas entendre. Je crains qu'ils n'entendent pas. Je crains qu'ils n'entendent vraiment pas parce que ça n'est pas, ça n'est pas sa posture, ça n'est pas son attitude par rapport au pouvoir. Il est convaincu que le pouvoir, c'est ceux qui savent, ceux qui ont compris, ceux qui sont réalistes et que c'est pas des choix politiques, c'est pas on fait tel sacrifice pas. Non, il pense qu'il y a une seule solution de s'en sortir et j'ai très peur de ce point de vue-là que ça n'aboutisse pas et j'ai très peur qu'il tire des conclusions lui-même ou que l'exécutif, le pouvoir exécutif tire des conclusions et dise voilà, c'est ça et ça et ça les points importants. Je ne crois pas que ça suffira. Si effectivement les gens participent, s'il y a beaucoup de doléances, de propositions, etc., je pense qu'à ce moment-là, il faudrait faire quelque chose qui n'a encore moins dans la culture politique en France que ce grand débat, qui est une assemblée de citoyens tirés au sort, qui reprennent toutes ces doléances et qui en fassent quelques propositions concrètes. En gros, que ce ne soit pas le pouvoir exécutif qui dise ce qui est sorti du débat, mais que ce soit des citoyens tirés au sort. Les Irlandais l'ont fait et c'est ça qui a amené par exemple le référendum sur le mariage pour tous ou sur l'avortement, alors que tout le monde pensait que la société irlandaise était beaucoup trop conservatrice. S'il n'y a pas un filtre après le débat entre éventuellement un référendum et ce que l'exécutif veut, on n'en sortira pas. D'accord avec ça ? Moi, je crois que c'est vrai que cet exercice de catharsis, parce que c'est presque un peu ça, va faire beaucoup de bien aux Français. Mais est-ce que cette grogne sociale va permettre d'aboutir à un nouveau projet politique ? Un pacte, comme le dit lui-même Emmanuel Macron, ça j'en suis moins sûr. Et comme le rappelait Yann, que va-t-on faire de ces doléances ? Parce que personne ne sait aujourd'hui qui aura la main pour décider du choix et des priorités dans les doléances que vont soumettre les Français. Mais est-ce que quand même, dans cette situation qui est bloquée depuis 3 mois, donc j'entends vos réticences, en tout cas votre questionnement, mais est-ce que quand même l'idée de proposer ce grand débat n'est pas une bonne idée ? Est-ce que peut-être il peut en sortir quelque chose de bon ? Le président de la République n'avait pas le choix. Il aurait pu dissoudre tout de suite. Oui, il aurait pu dissoudre tout de suite, mais il n'avait pas le choix. On voit bien que... Et ce qui est terrible, c'est que ce grand débat ne mettra pas un terme aux manifestations et au rendez-vous du samedi. Les rendez-vous du samedi vont continuer, ils vont aller jusqu'au bout. Les jusqu'au-boutistes seront dans la rue, ça c'est évident. Le problème, si vous voulez, pour le président de la République, c'est que il est tout seul. Il est absolument tout seul, ça je le reconnais. La fameuse verticalité les autres, il adore ça. Mais c'est aussi cet avantage pour lui d'avoir un rapport direct au peuple, c'est qu'il n'y a plus d'amortisseurs, si vous voulez. Et il est tout seul face à eux. Et on se retrouve un peu comme en 1788, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'au départ, lui-même avait mis en avant le rôle que pouvait jouer la société civile. Bien sûr. Ça, c'était avant d'être élu. C'est une malaise qui est très très profonde, mais qui n'est pas unique à la France. Moi, je veux dire, les gilets jaunes de la France, s'ils avaient habité dans le nord de l'Angleterre il y a 2 ans, ils auraient voté pour le Brexit. Exactement les mêmes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. Ce sont les gens qui se sentent pas assez payés, surtaxés, pas d'avenir. Loin des métropoles. Voilà, qui ont craint que leurs enfants s'en sortent pas, etc., etc. C'est exactement la même. Mais moi, mon problème, je redoute, c'est qu'il y a une
telle crise de confiance dans le système politique, dans l'ordre démocratique, de s'en sortir, que moi je ne vois pas trop comment un processus, même si en théorie c'est une très très bonne idée de laisser les gens s'exprimer, si ce n'est pas canalisé et que eux-mêmes se sentent pas finalement avoir été entendus et qu'on a agi sur leurs propositions. De ce point de vue-là, l'idée de confier l'organisation du débat à 2 ministres, je trouve, c'est désastreux. C'est désastreux. Même s'il y a 5 garants qu'on a en dessous, 2 ministres, ça veut dire que le pouvoir exécutif a la main sur le débat. Mais ça, c'est pas la démocratie. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce malaise qui existe en France, il existe en Grande-Bretagne, il existe en Italie, il existe d'une certaine façon en Allemagne, enfin dans toute la vieille Europe, on le voit, ce malaise. Pourquoi c'est violent en France? C'est physiquement violent en France. Pourquoi? Eh bien, c'est dû principalement à nos institutions. Parce que nos institutions, qui ont été imaginées par le général de Gaulle et réformées par Jacques Chirac avec le quinquennat, qui a fait plus de mal, me semble-t-il, que du bien, eh bien, c'est le rapport d'un homme, il n'y a jamais eu de femme, d'un homme et d'un peuple. Et quand ça bloque, mais il n'y a pas d'issue. Alors que dans les autres pays, où on a des coalitions, où on a, je ne dis pas que le malaise n'est pas moins profond, mais il faut aller dans le compromis. On arrive à plus de compromis, même si c'est long, même si c'est compliqué, alors qu'en France, ça vire tout de suite au rapport de force physique. Et de ce point de vue-là, Macron s'est tiré une balle dans le pied avec son jupitérisme, etc. Et sa réincarnation de la figure du roi et toutes les sottises qu'il a entendues. Il a creusé le début de sa tombe, si je puis dire. On va se rendre, on va écouter des Français quand même, on va se rendre dans ce village, une petite ville de Bretagne, c'était hier soir, écoutez. Ça ne s'est jamais vu, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez, c'est totalement inédit, c'est totalement incroyable, et on est en démocratie, donc faut y répondre. Ça devrait être comme ça, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, durant toute l'année. Les gens de toutes conditions, de toutes régions peuvent s'exprimer sur la politique. Et on a un Parlement qui représente personne, qui représente quelques lobbies, qui représente une petite partie de l'électorat. Il a tout le pouvoir en France, bon, mais c'est un système qui est défaillant. Je n'y crois absolument pas à ce débat, absolument pas. Sinon, rencontrer encore, discuter, échanger, mais en matière d'action, il n'y en aura pas. Bon, vous disiez, elle y va quand même, elle ne le croit pas, mais elle y va quand même. Bah oui. Est-ce que quand même, finalement, ce qui ressort aussi de cette séquence en France, c'est ce besoin, cette envie qu'ont les Français de parler? Oui. Denise? Oui, mais on le voit bien. On voit bien le nombre de doléances, tous les cahiers qui ont été noircis dans les différentes mairies. Et c'est pour ça que je parlais de catharsis tout à l'heure. C'est vrai, mais après, on en fait quoi de ces doléances? Alors, la question, c'est est-ce que le besoin de parler peut déjà suffire à calmer? Mais non, on voit bien que non, puisque les gilets jaunes vont en être à leur 10e semaine. Oui, mais le grand débat vient de commencer. Le problème, c'est quand on dit les gilets jaunes, toute la contestation autour des gilets jaunes, c'est pas forcément les gens qui sont sur les ronds-points. Il y a des gens qui les soutiennent en disant ça va, c'est un levier, ces gens qui sont sur les ronds-points, c'est un levier pour obtenir quelque chose, pour qu'on nous entende. Là, les gens ont l'occasion d'être entendus. Ça va être, le grand débat, ça va être ce que les gens en feront, pas seulement ce que Macron veut en faire. Ils peuvent très bien, s'ils veulent, s'emparer du débat et en faire quelque chose dont Macron n'avait pas du tout envie. Maintenant, effectivement, à la fin, si c'est lui qui verrouille les conclusions, c'est mort. Mais ce besoin de s'exprimer, il est prévisible depuis assez longtemps quand même dans la démocratie française. Il suffit de voir les taux d'abstention. Il suffit aussi de voir les votes protestataires. Et les taux d'abstention, je vous rappelle quand même qu'au 2e tour des législatives dernières, c'est-à-dire en 2017, moins d'un Français sur 2 a voté. C'est terrible. Alors vous allez me dire, aux États-Unis, ça fait bien longtemps que c'est comme ça. Oui, mais les États-Unis, c'est les États-Unis. En France, c'est un peu différent. On est dans une culture de l'État en France, qui n'est pas du tout la culture américaine classique. Et donc, et puis il y a une défiance. La récente étude du Civipof, qui est un organisme d'études politiques pour l'Institut d'études politiques de Sciences Po, a montré que la défiance est ravageuse. C'est-à-dire que les Français ne croient plus en leurs hommes politiques, ne croient plus en leurs journalistes, alors là c'est pire que tout, les chefs d'entreprise, il n'y a que finalement les responsables de proximité, que sont les maires, et 2 ou 3 autres les associations. Curieusement, des associations comme l'armée. Voilà, qui eux, eh bien, on l'écoute des gens. Mais les autres, on les a
pour eux, on les a volés, trompés et on leur a menti. Vous parliez de dégagisme, on va conclure là-dessus, parce que Emmanuel Macron s'est fait élire par une envie de dégagisme. Aujourd'hui, il est lui-même victime d'une envie de dégagisme. Donc, il y a cette proposition maintenant. Si ça ne marche pas, si ça n'est pas lui, qu'est-ce qui se passe derrière? On voit des présidents qui ne font plus qu'un mandat. Si Emmanuel Macron n'en faisait qu'un, ce serait le 3e président. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il y a quand même un parti qui tire les marrons du feu. Selon les instituts de sondage, c'est le Rassemblement national, qui en plus Front national de Marine Le Pen, qui ne dit rien d'ailleurs, qui peu de choses, et qui voit une chose, c'est qu'il est en train de se recentrer sur la scène politique, qu'il est en train de bouffer littéralement la droite classique, les Républicains. Il n'est plus question de sortir de l'euro, de sortir de l'Europe, qui s'institutionnalise et qui aujourd'hui est en position de force. Donc fatalement, c'est je ne dis pas que c'est fatal, mais national. Non, fatalement, mais ce qui est clair, c'est que Marine Le Pen, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui a la rage parce qu'il n'arrive pas à récupérer le mouvement des Gilets jaunes et qui n'arrête pas de dire que le peuple, Marine Le Pen ne dit rien et probablement elle rafle la mise. Cela dit, la sortie institutionnelle logique, ce serait ce que disait Yves, ce serait, si effectivement ça coince après le grand débat, ce serait des législatives. Et après quoi? Qu'est-ce que peut faire Macron? Si effectivement il y a une majorité plus faible, il peut commencer à dire c'est de la faute du Parlement. Il peut faire ce que Mme May fait pour le Brexit, dire moi j'ai essayé, mais voilà, je ne peux pas travailler avec ces gens. Mais ce n'est pas une sortie satisfaisante, c'est clair. C'est clair. Vous, John, vous avez quitté Londres et son Brexit pour vous réinstaller en France sans regret. En tout cas, quel commentaire ça vous inspire pour conclure là-dessus? Oui, de toute façon, je ne vais pas manquer de travail, je pense. Denis, je vous laisse le mot de la fin sur cette situation en France. Moi, je voudrais juste faire un parallèle pour terminer. C'est quand Yves le rappelait tout à l'heure, cette situation est commune, n'est pas unique à la France. On l'a même vu en Afrique avec notamment des mouvements citoyens, le ballet citoyen au Burkina Faso, mais également un mouvement comme Y en a marre au Sénégal, qui a été un des premiers, les premiers mouvements civiques. Donc ce ras-le-bol des citoyens qui veulent pousser les politiques à changer est presque mondial aujourd'hui. Et une consultation qui va se poursuivre jusqu'au 15 mars, un acte 10 des Gilets jaunes qui est prévu demain samedi. Lui, on n'en a jamais marre, c'est Dilemme. On va terminer cette émission avec lui. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité? Vous allez le voir. Tout d'abord, cette controverse sur l'usage des lanceurs de balles de défense, aussi appelés flashballs, par les forces de l'ordre contre des Gilets jaunes. Il riposte, s'écrit ce policier, qui voit arriver sur lui un œil. De nombreuses blessures ont été constatées. Malgré son acquittement par la CPI, Laurent Gbagbo est toujours en prison. Allez rejoindre votre femme Simone, l'autorise ce juge. Finalement, je vais rester ici, de l'ancien président ivoirien, face à cette perspective. Dilemme un peu vache. Autre grand dossier en ce moment en Afrique, la présidentielle en République démocratique du Congo. L'Union africaine rejette les résultats, même pas capable de truquer des élections, constate consternés les chefs d'État. Denise, l'Union africaine demande en fait la suspension de la proclamation des résultats définitifs qu'on attend incessamment. Pourquoi l'Union africaine sort-elle de sa réserve, ce qui est plutôt inhabituel? Non, elle ne sort pas de sa réserve. Elle a plusieurs fois, après les scrutins présidentiels, donné une position et tenté de jouer même des médiations. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le président de l'Union africaine, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame, par rapport à la RDC, ce n'est pas n'importe qui, puisque avec les conflits qu'il y a eu, les tensions qu'il y a eu avec la RDC dans les années 90, juste avant la chute du maréchal Mobutu. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Paul Kagame est un peu le leader de la sous-région et voudrait avoir la garantie que les troubles en RDC ne viendraient pas déstabiliser toute cette région des Grands Lacs. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, ils doivent se rendre sur place lundi. Ils sont attendus à Kinshasa lundi. Veille normalement qui n'aura pas lieu. Qui n'aura pas lieu. On ne peut pas aujourd'hui, alors que l'Union africaine a demandé qu'on suspende la proclamation des résultats, installer un président. Donc on verra lundi, mardi ce qui se passe en RDC. À suivre, comme on dit, et évidemment à suivre sur TV5 Monde, notamment dans le journal Afrique. On continue, on en parlait en début d'émission. Dilemme pose la question, Brexit ou pas Brexit? Oui mais, réponse de la Première ministre britannique, il n'y a pas de mais, lui rétorque ce citoyen, mais Theresa May avec un Y, comme vous le voyez. Et enfin, le harcèlement sexuel n'épargne pas l'ONU, c'est le constat de la première enquête effectuée par l'organisation. Je propose
propose une résolution contre les mains baladeuses, offre le patron Antonio Guterres. Proposition acceptée à main levée, et puis vous le voyez, plutôt des mains masculines, quand même. Je tiens à le souligner. Merci beaucoup, Dylan. Merci à vous quatre pour ces débats enflammés et très intéressants. Merci à vous, évidemment, qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous pouvez nous retrouver également. On attend vos commentaires, vos questions nombreuses. Et puis, on se retrouve ici, au même endroit, vendredi prochain.